Salut tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode de Sur ce, bonne soirée. Comme promis, on vous parle de l'Association de l'Ouest dans la Ligue nationale de hockey. Et on commence avec l'Avalanche du Colorado. Donc on a l'Avalanche avec 18 victoires, une seule défaite en temps réglementaire et 6 défaites en temps supplémentaire. D'ailleurs, la première équipe de la Ligue à avoir atteint les 100 buts et plus, 103 au total aujourd'hui. Et on a aussi une autre équipe qui est vraiment dans la même trempe qu'eux, c'est les Stars de Dallas, qui eux sont 17-5-4, seulement 5 défaites en temps réglementaire. Eux, 93 buts marqués et 71 buts accordés pour un différentiel de plus 22. Pour Colorado, c'est 55 buts accordés seulement pour un différentiel de plus 48. D'ailleurs, invaincu en temps réglementaire à domicile, Colorado. Donc pour ces deux équipes-là, vraiment, à part dire domination totale, autant au niveau des attaquants, des défenseurs et aussi des gardiens de but, vraiment tout marche. Pour l'Avalanche du Colorado, on a amené un bon défenseur vétéran, Brent Burns. Dallas, on a signé des bons joueurs. On a amené Rantanen la saison passée, qui, oui, s'est fait suspendre après 2 coups vicieux. Un auprès de Alexander Romanov et un autre sur Matt Coronato. Mais bon, on va oublier ça assez rapidement, d'après moi. Mais il va y avoir des comptes à régler avec ces deux équipes. Mais à part ça, pour les deux équipes, vraiment, domination est le mot-clé jusqu'à maintenant, après presque 30 matchs de jouer. Donc allons-y maintenant avec notre troisième équipe dans la section Ouest. Le Wild du Minnesota. Que dire vraiment du duo Kaprizov et Matt Boldy? Pour Kaprizov, c'est 31 points. Boldy, 29 points. Le Wild qui ont eu, oui, un début de saison un peu chambranlant, mais ça serait vraiment replacé. Surtout, non seulement avec Kaprizov et Matt Boldy en attaque, mais aussi au niveau des gardiens de but. Vraiment, Philippe Gustafsson fait un très bon travail. On est 14-7-5 en ce début de saison. Donc vraiment un excellent travail, vraiment non seulement des attaquants et aussi des défenseurs et des gardiens de but. Il y a un autre gardien de but qui s'illustre aussi, c'est Jesper Wallstedt, qui lui a 1,93 de moyenne de buts alloués par match et un pourcentage d'arrêt de 9,38. Donc vraiment, oui, aussi 3 jeux blancs pour le spécifier. Donc un gardien de but que vraiment on n'a pas vraiment entendu parler. Évidemment, on a parlé des gardiens de but qui font très bien et très mal. Mais Wallstedt, on n'en a pas vraiment parlé. Qu'est-ce que vous pensez, non seulement du gardien de but en ce moment, mais de l'équipe en général, qui est maintenant 3e dans l'Ouest? Moi, je connaissais un peu Wallstedt des rangs mineurs. J'en avais entendu parler. Je sais que c'est un gardien avec un très bon potentiel et le Wild ont beaucoup d'attentes envers lui. Ce qui est un peu comprenable. On sait que Fleury est parti. Gustafsson est toujours là. C'est le numéro 1, mais on ne sait pas trop si Gustafsson, à long terme, va faire la job, selon moi, du côté du Wild. C'est pour ça que Wallstedt est arrivé. Puis, comme tu as dit, Jay, ça va très bien. Moi, je pense que le Wild, enfin, cette saison, ça va un peu mieux que les dernières saisons. Ça avait été difficile, malgré les bons joueurs qu'il y avait dans leur formation. Mais je pense que cette saison, vraiment, avec Kaprizov aussi en santé, parce qu'on se rappelle, la saison passée, il avait manqué plusieurs matchs. Là, je pense que le Wild, cette année, nous démontre vraiment qu'ils ont une équipe à prendre au sérieux. Le Wild en 3e place, pas vraiment surprise. Si on regardait la saison dernière, là je pourrais dire que je suis surprise, mais là, ils ont une bonne équipe. Comme Étienne a dit, Kaprizov en santé, ça fait la solution. Et quel gardien numéro 2 de Wallstedt? 7 victoires, 2 défaites en prolongation. Vraiment, il fait la job, il remplace Marc-André Fleury. Donc, quelle équipe? 3e place, il le mérite. Mention spéciale à la recrue Zef Bium. Pour lui, 3 buts, 9 passes, 12 points déjà à son début de carrière. Mention rapide. Un bon petit défenseur qu'on va devoir vraiment garder un œil dessus dans le futur. Allons-y avec une des très très grosses surprises dans l'association Ouest. C'est les Ducks d'Anaheim. Que dire vraiment de Joel Quenneville? C'est vraiment un coach qui non seulement a coaché une des plus grosses dynasties de l'histoire de la Ligue nationale de hockey avec les Blackhawks de Chicago, 3 Coupes Stanley de 2010 à 2015. Et vraiment, il s'amène là après que les Ducks aient vraiment été, disons, assez chambranlants depuis
plusieurs années, notamment depuis le départ de leur ancien capitaine Ryan Getzlaf. On a amené d'excellents vétérans, dont Jacob Trouba et dont Chris Kreider, et on a un excellent noyau de jeunes, notamment Cutter Gauthier et Troy Terry, pour en nommer quelques-uns, mais aussi Leo Carlson, qui vraiment démontre un aspect du jeu assez phénoménal. Donc les Ducks sont maintenant 15-9-1, 4 victoires, 6 défaites à leurs 10 derniers matchs. Un peu chambranlant en ce moment, mais ça va se replacer. J'ai confiance aux Ducks. Est-ce qu'on voit les Ducks cette saison s'engager en série avec beaucoup de confiance, sachant qu'on a un Joel Quenneville qui est allé souvent en série et aussi souvent en finale? Moi, je pense vraiment que le fait que lui est arrivé là, ça change vraiment toute la structure, je dirais, de la franchise. Parce qu'avec les coachs qu'on a eu avant, avec les Ducks, c'était vraiment difficile. On voyait que le système marchait pas vraiment avec l'équipe non plus. Puis ça fait longtemps là, que les Ducks connaissent des difficultés vraiment. Puis là, tout d'un coup, on amène Joel Quenneville qui a fini sa suspension suite au scandale qu'il y a eu avec les Blackhawks. Et tout a vraiment changé. L'équipe marque, défend bien, ont beaucoup de joueurs, jeunes joueurs de talent, entourés de très bons vétérans. Donc je pense que vraiment tout ça fait en sorte que les Ducks réussissent à avoir beaucoup de succès et progressent énormément des dernières saisons qu'on a vues. Disons que même les gardiens de but, je veux dire, c'est pas si pire. Lucas Dostal qui a 11 victoires, 5 défaites, une défaite en prolongation avec 2,81 de buts alloués et un pourcentage de .904. Il y a aussi Ville Husso en 2 matchs, 1 victoire, 1 défaite. Et Mrazek en 7 matchs, 3 victoires, 3 défaites. Donc, on peut dire que oui, ils ont une équipe forte, qu'ils ont aussi un nouveau coach qui est fort, mais côté gardien de but, eux aussi, ils font la job. Donc vraiment, je suis vraiment surprise que les Ducks sont en haut du classement. J'ai vraiment hâte de voir la suite de cette équipe-là. Je fais une autre mention honorable à une autre recrue qui fait extrêmement bien cette année. Beckett Seneki avec 19 points en 25 matchs, plus 3. Vraiment une excellente recrue. Encore une fois, un joueur qui est quand même assez sous-estimé, évidemment. Sa première saison, on n'en parle pas trop. Mais encore un joueur avec Zev Bio, comme que j'ai mentionné précédemment. Vraiment un joueur qui va faire un gros impact dans l'équipe des Ducks d'Anaheim. Allons-y maintenant avec les Kings de Los Angeles, qui sont 5e en ce moment. Eux aussi ont eu un début de saison assez difficile, notamment dans les présences en temps supplémentaire. C'est 7 défaites en temps supplémentaire. On est 12 victoires, 6 défaites en temps réglementaire et les 7 défaites que j'ai mentionnées. Mais la grosse nouvelle pour les Kings dernièrement, c'est la signature de Adrian Kempe qui va rester avec les Kings. Donc Adrian Kempe, moi je trouve notamment que les Kings ont un noyau de joueurs qui sont très sous-estimés. Notamment des gars comme Adrian Kempe, des gars comme Kevin Fiala. J'ai envie de dire un peu que Quinton Byfield peut souvent être sous-estimé, alors que c'est un gars qui peut vraiment avoir des highlight reels vraiment assez impressionnants, dont l'année passée avec son but avec une seule main. Qu'est-ce qu'on s'attend les Kings? Qu'est-ce qu'on s'attend de cette équipe-là? Moi, je m'attends vraiment à ce que les Kings performent et se rendent en série cette saison, surtout parce que c'est la dernière année d'Andrzej Kopitar. Je pense que c'est important d'avoir une dernière année pour lui où il va se rendre en série au moins. A déjà des coupes Stanley, donc si c'est sûr réussit pas à remporter la coupe, au moins se rendre jusqu'en série d'après-saison. Puis ça va être important aussi, tu as parlé de Byfield un peu. Vu que Kopitar, ça va être sa dernière saison, moi je pense que Byfield, normalement, est celui qui va remplacer Kopitar comme centre numéro 1 de l'équipe. Je pense que c'est vraiment la saison pour lui, pour qu'il prouve qu'il est capable de prendre les rênes vraiment de cette équipe-là quand le capitaine va prendre sa retraite à la fin de la saison. Moi, les Kings, je suis assez contente qu'ils soient 5e. Je veux dire, c'est une équipe que j'adore, puis une équipe très forte aussi. Pour les séries, oui, je suis sûr qu'ils vont les faire comme la saison dernière, mais est-ce qu'il y aura le Corey Perry effect? On verra, mais j'aimerais ça que Corey Perry gagne une coupe. Ça serait vraiment insane pour vrai.
Je l'espère, mais quelle équipe les Kings? Rien à dire, très contente qu'ils sont 5e. Allons-y maintenant avec les Golden Knights de Vegas qui sont 6e de l'association de l'Ouest. Je parlais des Kings, des difficultés en overtime. Les Golden Knights, c'est vraiment le même petit problème qu'on a, malgré vraiment une surpuissance vraiment en attaque, avec des Jack Eichel avec 32 points. Mitch Marner, lui, qui, d'après moi, est excessivement heureux de faire partir de cette organisation-là. On parlait de l'épisode précédent des Leafs, qui est vraiment le manque de Mitch Marner faisait un peu un cause à effet au sein de l'équipe, mais rien n'est fini encore pour les Leafs. Mais pour les Golden Knights, vraiment un excellent début de saison, vraiment. Pavel Dorofeyev vraiment se démontre comme un excellent marqueur. Ça le ralentit un peu depuis. Moi, j'avais eu 6 buts en 2-3 matchs. Mais bon, on peut pas avoir des tours du chapeau à chaque match. Qu'est-ce qu'on pense des Golden Knights? Est-ce qu'on peut aller plus loin en série éliminatoire que les années précédentes où on a eu de la difficulté, surtout en première ronde? Moi, je pense que oui, avec l'équipe qu'on a, je pense que en fait, on n'a pas le choix d'aller plus loin puis d'aller jusqu'au bout maintenant. Moi, je suis quand même déçu en ce début de saison-là. Après 25 matchs, on est 6e. Comme je le dis, avec la formation que Vegas a présentement, il serait supposé d'être à la place de l'Avalanche. Normalement, là, avec tout le talent qu'il y a dans cette équipe-là, on a eu quelques blessures, Aiden Hill, entre autres, notre gardien. Mais pour moi, c'est quand même assez décevant de les voir en 6e place après un quart de saison. Moi aussi, je trouve ça assez surprenant que les Golden Knights soient 6e dans le classement actuel. Des gars comme Jack Eichel, Mitch Marner, Thomas Hertel et le retour de Mark Stone enfin. Là, il vient de revenir, c'est récent, mais quand même, j'aimerais ça qu'ils montent un peu parce que c'est une équipe quand même très puissante et je les vois très loin en série. Déjà qu'ils ont Mitch Marner, ça a déjà donné 25 points de plus en plus. Donc, 6e place, je suis quand même surprise, mais ils vont se replacer. J'ai hâte de voir aussi la suite. Allons-y avec la 7e équipe de l'association de l'Ouest. C'est le Kraken de Seattle. On a une certaine constance dans les points. Je veux dire, pour le Kraken de Seattle, il n'y a pas un joueur qui s'illustre énormément comme étant un marqueur de 30 points ou 40 points après presque 30 matchs. On a Jaden Schwartz qui est à 15 points, Jordan Eberle, le capitaine, à 14 points, Matthew Beniers à 14 points, Brandon Montour, encore une fois une excellente saison, beaucoup de constance dans son jeu, un défenseur à caractère offensif. Je pense que beaucoup de joueurs aimeraient avoir. Lui à 13 points, Vince Dunn à 13 points. On a aussi un excellent noyau de défenseurs très défensifs, dont Adam Larsson et Jamie Oleksiak. Mais peut-être ce qui manque pour le Kraken en ce moment, c'est un gros marqueur. On a Jaden Schwartz et Eberle à 8 buts, mais notre troisième meilleur buteur, c'est Brandon Montour et Shane Wright à égalité à 5 buts. Est-ce que pour le Kraken, il y aurait une mission d'aller chercher peut-être à la date limite des transactions, un gros marqueur pour essayer de se ramener en série après quelques années qu'on les ait pas fait? Ça va être quoi l'objectif cette saison vraiment? Je pense que le premier objectif pour le Kraken, ça va être faire les séries. Parce que depuis leur arrivée dans la Ligue, c'est assez difficile. C'est une participation, si ma mémoire ne me trompe pas. Ça a été une belle participation quand même lorsqu'ils les ont fait. Ils ont réussi à vaincre Colorado, entre autres. Mais ça a été une seule participation depuis leur arrivée. Donc, je pense vraiment que l'objectif principal, c'est de faire les séries. D'aller chercher un marqueur, je pense que c'est une excellente idée. Peut-être aussi un défenseur vraiment à caractère défensif pour appuyer les joueurs un peu plus offensifs comme Vince Dunn et Brandon Montour. Puis c'est drôle qu'on vienne de parler de Vegas parce que le Kraken sont arrivés un peu après eux. Puis moi, j'ai envie de faire une comparaison sur les deux équipes. J'ai toujours trouvé que les deux façons d'avoir, si on veut, créer les deux équipes a été vraiment en fait différent, puis ça paraît dans les résultats. Si on prend Vegas, par exemple, depuis leur création, c'est vraiment une équipe qui, à chaque saison, est équipée, si on veut, pour aller jusqu'au bout et gagner la Coupe Stanley. C'est vraiment une équipe très très bien bâtie et ça a été fait depuis
le repêchage d'expansion. Du côté du Kraken, ça a été fait un peu moins bien. Ça, c'est mon avis, bien sûr, mais je trouve que ça a été moins bien fait que Vegas. Comme j'ai dit, on a participé qu'une fois aux séries depuis notre création. Puis, comme Jay a dit, il n'y a pas vraiment de marqueur ou de pointeur qui se démarquent entre eux. C'est comme si on avait une équipe, disons, de base, basique vraiment. C'est comme ça que moi je pense et je trouve qu'on a créé cette équipe-là. La preuve, c'est qu'à la première saison de notre création, on a échangé notre capitaine Mac Giordano. Donc, c'est juste pour vous démontrer comment on dirait que ça a été, disons, moins bien fait du côté du Kraken. Puis ça se reflète un peu, je dirais, avec le recul maintenant, avec quelques saisons d'activité, que on aurait dû peut-être faire autrement et on aurait eu plus de succès, en espérant qu'à partir de, disons, cette saison, parce qu'on est quand même bien classé pour l'instant, on puisse commencer à avoir du succès et rentrer en série. Pour les prochaines équipes, on va fusionner et les Blackhawks de Chicago à la 8e place, le Mammoth de Utah à la 9e place et les Sharks de San Jose qui sont à la 10e place, toutes à 27 points en ce moment. Et on fusionne ces trois équipes-là parce que c'est un peu le même style d'équipe, d'extrêmement bons jeunes joueurs entourés d'excellents vétérans avec un gardien de but qui fait énormément le travail en ce moment. Pour Chicago, évidemment, l'effet Connor Bedard est vraiment parti. On s'approche des 40 points pour Bedard à presque moins de 30 matchs de jouer en ce moment. Pour Utah, on a un excellent début de saison. On a d'excellents joueurs qui vraiment, encore une fois, s'illustrent vraiment comme les gros meneurs de cette équipe-là. Logan Cooley à 23 points, Nick Schmaltz à 22 points, Clayton Keller à 21 points, Dylan Genter à 19. JT Peterka fait très bien depuis son échange. Lui qui est parti des Sabres de Buffalo pour aller vraiment s'amener dans l'Ouest avec beaucoup de brio, vraiment. JT Peterka fait quand même un bon début de saison avec les 16 points. Pour les défenseurs, on fait quand même assez bien. Quand je parlais de vétérans, c'était des gars comme Nate Schmidt, comme Mikhail Sergachev. Lui à 16 points, et Nate Schmidt, lui, c'est 10 points, quand même assez bien. Lui qui s'était d'ailleurs tellement bien illustré en série avec les Panthers la saison passée, lorsqu'ils ont gagné leur deuxième coupe. Il a été vraiment tellement brillant sur plusieurs jeux. Vraiment très beau à voir. Pour les gardiens de but, c'est Vejmelka qui fait vraiment très bien. 8,89 de pourcentage d'arrêt. Un peu difficile. Ça peut s'améliorer. Mais pour Utah, c'est vraiment ça. Et pour les Sharks, que dire? Macklin, Celebrini, vraiment le mot magique pour les Sharks qui vraiment ont montré que ce gars-là, c'était vraiment le prochain franchise player, comme ils aiment dire. Pour Macklin Celebrini, c'est 37 points, 14 buts et 23 passes. Il fait des jeux assez époustouflants. Il a marqué, je pense, 2 tours du chapeau cette saison. C'est vraiment phénoménal. Il joue avec d'excellents joueurs, dont Will Smith, un bon vétéran, encore une fois, en Dimitri Orlov, en plus de Tyler Toffoli. Donc vraiment, ces trois équipes-là regroupent un peu le même spectre d'un bon jeune corps, d'excellents, notamment des défenseurs vétérans aussi, et des bons gardiens de but. Qu'est-ce que vous pensez de ces trois équipes-là? Est-ce qu'on peut voir trois nouvelles équipes qui n'ont pas fait les séries depuis longtemps cette saison? Moi, pour vrai, je pense que de ces trois équipes-là, les deux qui me surprennent le plus, vraiment, c'est Chicago et San Jose. Je pense vraiment avec Connor Bedard et Macklin Celebrini, on commence à voir un peu qui va remplacer les Sidney Crosby et les Alexander Ovechkin dans le futur. Je pense vraiment que cette saison, Bedard est vraiment parti sur le joueur qu'on s'attendait de lui. Puis Celebrini, lui, vraiment époustouflant, comme Jay a dit. C'est vraiment très beau à voir. Pour moi, le Mammouth, c'est un peu plus décevant. Oui, il y a beaucoup de jeunes joueurs, beaucoup de vétérans, mais ça fait plusieurs saisons qu'on est quand même le même groupe de joueurs ensemble. Puis on est encore dans le milieu bas classement. Ça commence à être beaucoup du côté du Mammouth parce qu'on se rappelle, avant, c'était les Coyotes. Et ça a été extrêmement difficile à tenir là-bas.
Donc, faut vraiment que les joueurs du Mammouth commencent à élever vraiment leur jeu encore plus qu'il est élevé présentement pour espérer faire les séries et amener un peu d'ambiance à Utah, ce qu'on n'avait pas à Phoenix et à Arizona lorsque c'était les Coyotes. Moi, j'ai un peu la même opinion. Je veux dire, Chicago puis San Jose, je veux dire, ils ont fini vraiment dans le bas classement la saison dernière. Puis là, ils sont comme, disons, sont un peu dans le bas milieu, disons. Vraiment, ce qui a aidé Chicago, c'est aller chercher Spencer Knight. Moi, je trouve vraiment c'est la clé de l'équipe en ce moment. C'est sûr que Connor Bedard s'est amélioré, mais vraiment, depuis l'arrivée de Spencer Knight, c'est vraiment la clé de l'équipe qu'il fallait. Donc, peut-être les séries, honnêtement, je pense pas cette saison, ça serait vraiment le fun de les voir. Mais vraiment, Spencer Knight qui est en train de faire sa job. Ce qui est du côté pour Utah, je suis pas vraiment surprise. C'est un peu, avec les Coyotes, c'était un peu la même chose. Là, en plus que Logan Cooley vient de se blesser, fait que ça va vraiment faire mal à l'équipe parce que c'est lui qui a le meilleur nombre de points et c'est le meilleur marqueur aussi. Donc, en espérant que ça va pas baisser comme c'est déjà bas. Puis ce qui est pour les Sharks, vraiment une belle amélioration. Je trouve que l'équipe a du fun aussi. Je vois un peu des vidéos, etc. Ryan Reeves qui s'amuse avec l'équipe. Celebrity, quel joueur. Will Smith, quel joueur. Tyler Toffoli. Puis veut pas. Askarov, il est pas si pire non plus. Nedeljkovic, un peu plus difficile. Mais Askarov, on peut dire qu'il est présent. Donc vraiment, les Blackhawks et les Sharks, je suis vraiment surprise. Puis c'est vraiment le fun de voir ces deux équipes dans le bas milieu classement. Allons-y maintenant avec notre 11e équipe de l'association de l'Ouest, les Oilers d'Edmonton. Les Oilers d'Edmonton ont officiellement la pire défensive de la ligue. C'est 95 buts accordés depuis 26 matchs, un différentiel de moins 14. Et je sais que tout le monde veut blâmer Stuart Skinner, je sais que tout le monde veut blâmer Evan Bouchard. Je sais que c'est facile à faire, mais c'est un travail d'équipe, jeu au hockey. Donc pour moi, il ne faut pas nécessairement mettre la faute toujours sur le même joueur. Je veux dire, Stuart Skinner a fait des jeux épouvantables. Evan Bouchard aussi a fait des jeux épouvantables, particulièrement cette saison-ci, mais c'est l'équipe qui doit step up. C'est le coach qui doit parler dans le vestiaire, c'est les vétérans qui doivent parler. Et c'est le problème, je trouve, des Oilers. On n'a pas vraiment de gros vétérans. On a McDavid, Draisaitl, c'est ça nos vétérans. On a aussi Ryan Nugent-Hopkins qui est là depuis très longtemps, et aussi Mathias Ekholm. Mais on n'a plus de Corey Perry, on a perdu Evander Kane, on a perdu quand même deux gros morceaux. Evander Kane et Corey Perry, à la saison passée, pendant la finale de la Coupe Stanley, ça a vraiment été eux qui ont brassé la cage. C'est pas Trent Frederic qui a brassé la cage. Trent Frederic était excellent avec Boston. Avec les Oilers, il a perdu un peu son grind, je trouve. Donc pourquoi je trouve que sa signature de 7 ans est exagérée. Je pense pas que Trent Frederic va toffer 7 ans à Edmonton. Pas être surpris. Mais je pense pas que c'est vraiment une possibilité. Donc, qu'est-ce qu'il faut changer dans la chimie des Oilers? Est-ce qu'on voit les Oilers se rendre pour une 3e année consécutive en finale de la Coupe Stanley face à toute cette association de l'Ouest qui est en train vraiment de se renforcer cette saison? Moi, je pense que s'il n'y a pas un changement radical et majeur au niveau des gardiens de but, je pense que les Oilers ne se rendent peut-être même pas en série cette saison. J'ai rien personnellement contre Stuart Skinner, mais je pense que c'est pas un gardien numéro 1. Calvin Pickard, on sait déjà que c'est pas un gardien numéro 1. Pour moi, je pense que il faut absolument aller chercher un gardien du côté des Oilers. Est-ce que ça va être facile? Non, c'est jamais facile d'aller chercher un gardien de but. Ça reste à voir. Sinon, je vais un peu dans le sens de Jay aussi. Je pense que j'ai regardé plusieurs matchs des Oilers cette année. Puis vraiment, je pense que faut que les joueurs mettent l'effort vraiment à chaque présence. Il y a plusieurs présences des joueurs où il n'y a pas d'effort. On arrête de patiner au milieu de la glace. Donc c'est vraiment un effort constant de toute l'équipe et pas juste de 2-3 joueurs qui vont faire en sorte qu'ils vont s'en sortir. Moi, pour vrai, je suis vraiment choqué de voir cette équipe-là dans le bas classement. Ils ont fait les finales de la Coupe Stanley 2 années consécutives, puis là, ils sont dans le bas classement. Sans Connor McDavid et sans Leon Draisaitl, vraiment, l'équipe n'existerait même pas. Je veux dire,
côté gardien de but, on l'a dit, je répéterai pas, mais c'est vraiment ça qui englobe le problème de l'équipe. Je veux dire, moi je pense que Connor McDavid, il a pas signé autant cher pour justement qu'il aille chercher un bon gardien de but. Ça, c'est mon avis à moi. Donc, on verra par la suite, mais vraiment, il faut un gardien de but parce que ça marchera pas sinon. Allons-y avec la 12e équipe dans l'Ouest. C'est les Jets de Winnipeg. On parlait il y a quelques instants que Edmonton ont un certain manque de gardiens de but avec Stuart Skinner et Calvin Pickard. Pour les Jets, évidemment, on a Connor Hellebuyck qui est vraiment, ce gars-là est très phénoménal. Il a ses déboires un peu en série, mais c'est tellement une pièce importante dans cette équipe-là, dans cette culture qu'est les Jets de Winnipeg. Donc, si ton gardien numéro 1 se blesse, ça va provoquer certaines difficultés. C'est un peu ce qu'on voit avec les Jets en ce moment, malgré un excellent début de saison, néanmoins. On est 13 victoires, 11 défaites en temps réglementaire. Mais quand même, 76 buts marqués, 70 buts accordés, différentiel de plus 6. Ça va assez bien. On est 4 victoires, 6 défaites à nos 10 derniers matchs. On revient d'une victoire en ce moment. Donc pour les Jets, je suis pas convaincu que ça va se replacer. Le Buck va revenir quand même assez bientôt. On a eu une victoire en première ronde pour les Jets en série la saison passée. Je sais que c'est toujours très tôt de parler des séries après même pas 30 matchs de jouer. Mais est-ce qu'il manque des pièces chez les Jets? Évidemment, Nikolai Ehlers ne fait plus partie de l'alignement vu qu'il est rendu avec les Hurricanes. Mais est-ce qu'on peut aller rajouter des pièces pour les Jets pour essayer d'aller vraiment faire un vrai push en série? Premièrement, il va falloir que Hellebuyck revienne, c'est la première chose. Je pense que c'est à cause de ça qu'ils sont présentement 12e, principalement. Puis moi, je pense que d'avoir laissé partir Ehlers, c'était pas une des meilleures idées que les Jets ont eues. Je pense que si vraiment on veut faire un push en série cette saison, et premièrement 6 rounds, parce que c'est pas encore fait, je pense vraiment qu'il va falloir aller chercher un joueur dans la trempe de Nikolai Ehlers, un attaquant de puissance, capable de marquer des buts importants aussi. Je pense que ça va être vraiment ça, l'objectif à la date limite pour l'organisation des Jets. Vraiment, moi, je suis surprise de voir les Jets dans le bas classement présentement, mais comme on dit, c'est vraiment Hellebuyck qui est pas là, qui laisse un trou à l'équipe, parce que le deuxième, Eric Comrie, je veux dire, en 9 matchs, 5 victoires, 4 défaites, nombre de buts alloués de 2,91. Honnêtement, c'est pas si pire, mais il manque toujours un petit quelque chose. Donc vraiment, surprise de voir cette équipe-là en bas du classement, en espérant qu'Hellebuyck revienne. Allons-y maintenant avec les Blues de Saint-Louis qui sont présentement 13e de l'association de l'Ouest. Vraiment, les deux choses que je peux dire sur les Blues de Saint-Louis, c'est on marque pas et on défend pas. Simplement comme ça. C'est 9 victoires, 10 défaites, 7 défaites en temps supplémentaire pour les Blues. Mais vraiment, le problème des Blues, comme j'ai dit, c'est vraiment d'aller marquer. On n'a aucun marqueur de but de plus de 10 buts. On a Jordan Kyrou et Dylan Holloway à 7 buts. Et sinon, nos meilleurs marqueurs sont à 6 buts en ce moment. On ne marque pas assez de buts à Saint-Louis. On ne donne pas assez d'opportunités d'aller marquer. En termes de défenseurs, ça va assez bien. Notamment Justin Falk avec 6 buts quand même. Justin Falk, un des meilleurs marqueurs de l'équipe. C'est quand même assez étrange. Et aussi un des gros problèmes, c'est les gardiens de but. Jordan Binnington et Joel Hofer, c'est très difficile cette saison. Les pourcentages d'arrêt très bas. Pas qu'on aime voir. Notamment Jordan Binnington, qui sait quand même s'illustrer, lui qui l'a fait aux 4 Nations il y a quelques mois déjà. Qu'est-ce qu'il faut faire à Saint-Louis? Est-ce qu'un plan de reconstruction est possible à Saint-Louis avec la sortie dramatique en première ronde des séries l'année passée? Moi, je pense que oui, parce que ça commence à être une équipe quand même que les vétérans vieillissent. Brendan Shen, le capitaine, c'est plus très jeune. Binnington non plus, c'est plus la jeunesse. C'est pas le plus vieux, mais c'est plus non plus une recrue. Donc, je pense vraiment que c'est une possibilité qu'on a à considérer. Surtout avec le fait qu'on ne sait pas trop si Jordan Kyrou fait encore partie vraiment des plans. Il a été laissé de côté cette saison.
Est-ce que Robert Thomas va vouloir continuer malgré qu'il a signé un nouveau contrat? Qu'est-ce qui va se passer avec des joueurs importants en défensive aussi? On vieillit. Parayko, Falk, c'est plus tout jeune. Donc, c'est toujours quelque chose qui reste en tête. Peut-être que ça va se passer. Ça va être intéressant de voir où on va se situer d'ici à la date limite des transactions et vraiment de voir si les Blues vont être vendeurs ou acheteurs et vraiment, s'ils sont vendeurs, se débarrasser de la plupart de leurs joueurs vedettes, si on veut, pour aller chercher des choix et rebâtir la franchise. Moi, pour vrai, je suis pas vraiment surprise de les voir autant bas du classement. Ton meilleur marqueur ne peut pas avoir seulement 7 buts. Je veux dire, ça, c'est le problème. Le problème, c'est il n'y a pas de marqueur. Donc, vraiment pas surprise. Puis moi aussi, je suis quand même d'accord que va devoir faire une reconstruction, ça c'est sûr et certain. Allons-y maintenant avec les Canucks de Vancouver qui, eux, avec les Oilers, ont la pire défensive de la Ligue nationale avec 95 buts accordés. Et pour les Canucks, c'est vraiment ça le problème. C'est vraiment la défensive. Donc oui, pour les défenseurs, oui, évidemment, Quinn Hughes, 22 points, excellent. Philippe Hronek, 16 points, excellent. Mais c'est tout. Défensivement, c'est là que ça vient... Dans la touche offensive, évidemment, des gars comme Tyler Myers ou encore Marcus Pettersson, c'est pas eux qui vont marquer 20 points en 20 matchs. Évidemment. Mais c'est vraiment la touche défensive qui manque véritablement chez les Canucks. Et ça, depuis la saison passée. Il y a 2 ans, on a allé en série, on a fait des choses tellement belles. On a sorti Nashville. Il y a une série absolument mémorable contre les Oilers qui s'est rendue en 7 matchs. Mais depuis, on dirait que c'est plus ce que c'était, disons. Et sans dénigrer Kiefer Sherwood, qui a d'ailleurs 12 buts en ce moment et 16 points, un des meilleurs marqueurs de son équipe, sans le dénigrer, mais c'est pas Kiefer Sherwood qui doit les marquer. C'est des gars comme Brock Besser, des gars comme Pettersson, Jake DeBrusk. Kiefer Sherwood, lui, 12 buts, mais l'autre meilleur après, c'est Besser, seulement 9 buts. Pettersson, seulement 8 buts. Mais quand même, 14 passes, qui est assez bien. Il s'est un peu repris, disons. C'est pas Sherwood d'aller faire tout le travail. Encore une fois, sans le dénigrer. Qu'est-ce qu'on envisage du côté des Canucks? Est-ce que eux aussi, c'est peut-être beaucoup dit, on envisage reconstruire à un moment donné? Du côté des Canucks, je pense pas, parce que on est plus jeune que les Blues. Faut dire qu'il y a quelques blessures cette saison. Demko a manqué des matchs. Je suis pas sûr même s'il est de retour. Philippe Hitil, une commotion. On sait pas quand il va revenir. Il y a eu d'autres blessures ici et là. Brock Besser a manqué certains matchs, mais c'est pas non plus une excuse d'avoir des blessés. C'est vraiment décevant pour les Canucks, qui ont quand même une très bonne formation. Mais je pense vraiment qu'on le voit tout de suite là, avec 95 buts accordés et un différentiel de moins 16. Je pense vraiment qu'il faut aller chercher de l'aide en défense, préférablement un défenseur défensif, gaucher, parce qu'on a déjà Tyler Myers qui est droitier et qui est quand même assez défensif. Donc je pense vraiment qu'un défenseur défensif gaucher, c'est ce que les Canucks devraient être à la recherche pour les aider un peu à remonter le classement. Pour vrai, je suis quand même très déçu des Canucks. Les voir aussi bas en ce moment. Vraiment, ce qui manque, là, c'est un bon défenseur, comme Étienne vient de dire. C'est vraiment, je pense, c'est vraiment juste ça qui manque à l'équipe, parce qu'ils ont vraiment une belle équipe, une équipe de vétérans, sont forts. Fait que vraiment déçu de l'équipe, en espérant qu'ils remontent pendant la saison. On y va maintenant avec les 15e de l'Ouest, c'est les Flames de Calgary. On avait tellement bien commencé la saison au premier match, avec Nazem Kadri qui marque le but de la victoire en tir de barrage. Et depuis, les Flames, c'est vraiment assez époustouflant à quel point ça va mal. On a quand même un noyau offensif assez performant, mais très vieux aussi. Nazem Kadri, c'est vraiment plus la jeunesse. Mikael Backlund, c'est plus la jeunesse. Blake Coleman non plus. Jonathan Huberdeau non plus. Mais lui est bloqué avec un contrat très 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 lourd pour l'organisation. Donc pour les Flames, ça pèse beaucoup.
On a des bons pointeurs. Comme j'ai dit, Nazem Kadri, lui, a 21 points. Rasmus Anderson fait très bien pour être dans le marché des joueurs pour la date limite des transactions dans quelques mois. Lui, 18 points. Matt Coronato fait quand même bien, 14 points. Et pour la suite, c'est pas mal en descendant, 14 points et à 13 points et vice-versa. Et nos meilleurs marqueurs, c'est Matt Coronato et Blake Coleman à 8 buts. Un peu dans le même sens des Blues qu'on a parlé précédemment, il faut marquer plus de buts. C'est vraiment ce qui fait mal aux Flames en ce moment. J'ai regardé personnellement beaucoup de matchs des Flames et les opportunités de marquer se font très très rares. Je veux dire, pour les Flames, c'est vraiment ça qui manque, c'est la grosse touche offensive. Les défenseurs qui font encore très bien, mais c'est seulement Rasmus Anderson qui marque. Le reste sont plus des défenseurs défensifs. Mackenzie Weegar, vraiment pas un bon début de saison pour lui, seulement 5 points. On s'attendait un peu plus que lui. Et Dustin Wolf fait les arrêts, mais s'il n'y a aucun défenseur devant lui, il peut pas vraiment faire mieux. Devin Cooley, lui, très bon, 3 victoires en ce moment, 9,31 de pourcentage d'arrêt. Mais c'est pas pour dire que Dustin Wolf fait pas le travail non plus. Dustin Wolf est un bon gardien de but. Il l'a prouvé, il a été finaliste pour le Calder l'année passée. Qu'est-ce qui manque chez les Flames? Quelles sont les prochaines étapes pour les Flames de Calgary? Honnêtement, je ne sais pas c'est quoi la prochaine étape pour les Flames. Moi, je suis pas surpris de les retrouver là au bas du classement. Ils ont fait aucun mouvement cet été pour amener des joueurs. Je pense que ça reflète leur saison pour l'instant. Beaucoup plus difficile pour Dustin Wolf cette saison, malgré que l'équipe devant lui, c'est pas mieux. Rasmus Anderson, selon moi, ça va être un des joueurs qui va être très intéressant à la date limite. Surtout si les Flames sont encore dans le fond du classement. Lui, il va sûrement vouloir partir. Donc, je pense vraiment que les Flames, depuis leur vente de feu où ils ont débarrassé vraiment de tout le monde, Hanifin, Zadorov, Lindholm, on peut mettre là-dedans même, je pense, Bennett et Tkachuk. Je pense vraiment que depuis avoir vraiment fait une vente de feu de tout le monde, ça a vraiment changé la direction de l'équipe. Puis, depuis ce temps-là, c'est vraiment très, très difficile. Et je pense que ça va être très dur aussi de surmonter tout ça. Pour vrai, moi, je suis vraiment pas surprise qu'il soit avant-dernier de l'Ouest. Je veux dire, comme Étienne vient de dire, je le répéterai pas. Il y a ça. Puis aussi, ton meilleur pointeur, Matt Coronato, qui a 8 buts, mais qui a un différentiel de moins 18. Je veux dire, ton meilleur marqueur a 8 buts, mais il a un différentiel de moins 18. Je veux dire, déjà là, tu sais que ça marche pas ton équipe. Dustin Wolf aussi, très difficile, mais je trouve que c'est pas lui. Je trouve que vraiment c'est la défensive devant lui qui est difficile. Donc, vraiment, moi, je pense qu'ils devraient faire une reconstruction eux aussi, malheureusement. On termine avec les Prédateurs de Nashville qui sont derniers dans l'Ouest, vraiment en 16e place. Très mérité d'ailleurs, je trouve, pour les Preds. 16e de l'Ouest, mais vraiment 32e de la Ligue nationale. La pire équipe en ce moment dans la Ligue nationale de hockey. On marque pas et on défend pas. 92 buts alloués et seulement 64 buts marqués. On a eu quelques belles séquences, si on veut, de certains joueurs, mais depuis, c'est pas vraiment fameux. On a un Romagnosi qui avait seulement eu 8 points en 13 matchs, mais est blessé en ce moment. On a des Ryan O'Reilly qui se tapent un peu sur la tête en entrevue de presse, avec raison, parce que, oui, 18 points et 8 buts, 10 passes. Mais Ryan O'Reilly, c'est pas le seul joueur qui doit jouer. D'ailleurs, un des gros noms qui va être sur la liste des joueurs pour la date limite des transactions, ça va être sûrement Ryan O'Reilly. Et je ne serais pas étonné si on voit des joueurs signés à long terme, dont des gars comme Stamkos ou Brady Shea. Encore très tôt pour le dire. Mais quand tu es 32e en ce moment, c'est difficile de voir un avenir très prometteur. Donc on verra ce qui se passe avec Nashville. On verra s'il va y avoir des transformations, il va y avoir des changements. Mais j'aimerais surtout que vous me disiez dans votre pensée ces fameuses grosses signatures de Marchessault, Stamkos, Brady Shea. Est-ce que ça a vraiment valu le coup d'aller dépenser tout cet argent-là? On avait dit à ce podcast-là que vraiment on voyait Nashville en finale, en série, que ça allait être une domination. Et ça fait environ 2 ans, si je me trompe pas. On en est arrivé où à Nashville depuis qu'on a fait ce podcast-là?
Ben, je pense que autant Nashville que nous, on s'est trompé. Je pense que ça a été vraiment une décision douteuse d'avoir signé les 3 à long terme avec le recul maintenant. C'est sûr qu'avant, on pouvait pas savoir, mais avec le recul, on se rend bien compte que ça fonctionne pas. C'est extrêmement difficile depuis 2 saisons. La saison dernière, on n'a pas fait beaucoup de mouvements malgré une saison désastreuse. Cette saison, j'ai l'impression qu'on va commencer peut-être à bouger beaucoup plus d'ici la date limite des transactions. Je pense vraiment que les Prédateurs vont commencer à changer vraiment la face de leur franchise. Puis je pense que ça va frapper un grand coup parce que c'est extrêmement difficile pour cette équipe-là, pourtant remplie de très bons joueurs avec beaucoup de talent, mais qui officiellement ne fonctionnent pas ensemble. Moi, vraiment, je sais pas pourquoi ils sont en bas du classement. Je veux dire, l'équipe en tant que telle, la formation en tant que telle est pas si pire. Steven Stamkos, c'est un vétéran. C'est un peu plus difficile cette saison, mais c'est un vétéran. Puis Jussi Saros aussi, je trouve ça très difficile pour lui. 7 victoires, 9 défaites, 3 défaites en prolongation, une moyenne de buts alloués de 3.8 et un pourcentage de .889. Je veux dire, je sais pas qu'est-ce qui manque à l'équipe, c'est tous des vétérans. Donc, voyons la suite des choses, on verra ce qui se passe avec l'équipe, mais pour eux, les séries, ça va être très difficile. C'est ce qui va conclure notre épisode sur l'Association de l'Ouest de la Ligue nationale de hockey. Merci encore une fois de plus tout le monde pour votre écoute. J'espère, comme à l'habitude, qu'on vous a instruit autant que diverti et on vous revient prochainement avec un nouvel épisode. Merci et bonne soirée.